OK, on est de retour, comme je disais avant la pause. Est-ce qu'Adrien, tu veux acheter l'équipe de baseball, partir une équipe de baseball à Montréal? Ça serait-tu dans tes projets? No. Non, hein? No. Même pas une petite équipe de baseball de rien, là, de la Can-Am. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Pas d'argent à faire là-dedans, mais ça dépend. Si les villes te payent un stade, ben des fois, il y a de l'argent à faire. Ils font toujours du chantage pour avoir des stades gratuits. Ouais, ça, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, là. Ouais, t'aurais un beau stade gratuit après. Stade gratuit. Peut-être une subvention pour l'équipe. Je sais pas, moi. Non, on va laisser faire. On va pas ça. Non, on va laisser ça à quelqu'un. Bon. Juste de même, Lobla, Shoppers Drug Mart ou Provigo Pharmaprix, comment on l'appelle, peu importe. Là, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, grosse transaction, hein, 12,4 milliards. C'est une des plus grosses. C'est la plus grosse transaction dans ce domaine-là au Canada depuis toujours. Moi, je suis un petit peu sceptique. Ben, évidemment, malheureusement, je n'étais pas un actionnaire de Shoppers, là, parce que les actionnaires de Shoppers sont bien contents. Mais j'étais un actionnaire de Loblaws, je sais pas. Loblaws n'a pas eu beaucoup de succès depuis les 10 dernières années. La façon qu'ils ont géré Provigo, ça n'a pas été pas été fort. La plupart des Provigo, c'est pas comme s'il y avait full, ça débordait de l'épicerie. Non, mal entretenu, puis c'est vieillot un peu. Puis bon, ils ont essayé de ça d'affaire Loblaws. Avec l'arrivée de Walmart, ils ont commencé à vendre du linge puis des bébelles dans leur magasin. Ils ont reculé là-dessus. Là, ils ont implanté un système informatique. Ça a foiré complètement. Ça a coûté des centaines et des centaines de millions. Ça a pris du temps sans bon sens. Alors, bon, tu sais... Maxi, c'est eux autres. Maxi, Provigo, c'est Maxi, c'est eux autres. Ouais, Maxi aussi avait plein de linge puis toutes sortes de bebelles là-dedans. Là. Bon, Shoppers, c'est une très belle entreprise. Comme ça, c'est bien géré. Pharmaprix, ils ont un système de points, là, de loyauté là, pour les consommateurs qui est vraiment très bon. Alors, il n'y a pas beaucoup de synergie non plus entre les deux entreprises. C'est vraiment plus... je pense une stratégie pour, encore une fois, contrer les Américains qui s'en viennent, là, Walmart, Target, tout ça. Et évidemment, ça soulève beaucoup de spéculations sur ce que Metro puis Jean Coutu vont faire. Ça fait longtemps que qu'il y a des rumeurs qui vont fusionner, tout ça. M. Coutu dit qu'il n'est pas à vendre, mais à un certain point, l'argent, money talks. Oui. Puis c'est pas, on remarque que les autres, ils contrôlent les actions, je présume, hein, la famille Jean Coutu. Fait que s'ils disent que c'est non, c'est non. Là. C'est non. S'ils disent que c'est non, c'est non. Sauf que peut-être que si M. Coutu se fait présenter une offre par Métro qui est tellement alléchante, je sais pas. Mais ça brasse. Tu vois que dans les domaines qui sont non gouvernementaux, là, il y a constamment des changements, de l'adaptation, ça bouge de tout bord, de tout côté, et c'est toujours pour le bénéfice du consommateur, finalement, c'est lui qui en profite. Ouais, c'est ça. Mais c'est des gros sous, hein, je voyais le Loblaw qui a bâti un nouveau Provigo du côté de Sherbrooke, flambant neuf, c'est 100 millions l'investissement. 100 millions. Coûte cher. Ils veulent les vraiment... nouveaux superbes, là, c'est les Provigo, le marché. Ils veulent y aller, là. Ils veulent y aller à la planche. Là, c'est comme le dernier coup, là. Là, ils veulent faire, je voyais les chiffres, $10 du pied carré par semaine. Ça fait à peu près 430 000 par semaine. Puis ils disent là, ça, c'est le minimum. Et ça, c'est des bonnes nouvelles pour la marque Provigo, parce que ils veulent comme reniper un peu la marque Provigo avec ces magasins-là, le marché. Mais les épiceries Loblaw au Québec vont devenir toutes des Provigo. C'est ça. Donc, ils abandonnent le nom Loblaw qui a jamais vraiment décollé. Là. Mais non, ça n'a pas. Pour un Québécois, Loblaw, c'est... Quand tu vivais à Ottawa, à partir d'Ottawa, là, tu connaissais ça, mais à part ça... C'est les méchants anglais, ça. Puis dans l'Est, les maritimes, c'était Sobeys, hein? C'était la gang de Sobeys qui était plus des maritimes. Puis en tout cas, bon. OK. Moi, mardi, on a parlé avec quelqu'un de TELUS pour nous parler des cellulaires, parce que là, maintenant, on change ça. C'est plus sur 3 ans. Tu le payes, c'est 2 ans. Aujourd'hui, on a tenté d'avoir quelqu'un chez Bell, mais Bell, comme d'habitude, ils se foutent de leurs clients ou du public en général. Fait qu'on n'a rien à dire. On verra peut-être un courriel. Tu nous as envoyé des questions. Tu vois le genre un peu. L'Association des consommateurs du Canada qui était tout content. Grande victoire quand le CRTC a décidé d'abolir les contrats de cellulaire de 3 ans. Toi, Adrien, tu nous l'avais dit que ça serait peut-être pas nécessairement mieux pour nous, ça, hein? Non seulement moi je l'avais dit, mais même le président du CRTC l'avait dit lui-même, peut-être que ça va faire augmenter les prix. Écoute, ça prend pas un génie en finance pour comprendre que les prix vont augmenter, parce que le prix du cellulaire, mettons que ça coûte 500$, ben là maintenant, si tu es obligé de récupérer ton prix de 500$, la subvention, mettons, tu as une subvention quand même assez importante, là, la subvention vaut à peu près 500$ sur un téléphone qui coûte 600-700$. Ouais. Alors, s'il faut que tu récupères ta subvention en 2 ans au lieu de 3 ans, mais ça veut dire que la partie de la facture consacrée au remboursement va passer à peu près de 14$ à 20$ à chaque mois. C'est ça. Bon, et puis Bell, là, je peux parler pour eux autres, là, on le sait, là, eux autres, c'est à peu près de 15 à 20$. Eux autres, au lieu d'être 6$ et 5$, parce qu'ils vont augmenter le prix du téléphone.
Donc, le téléphone va augmenter d'à peu près, je pense, ils vont le faire passer, augmenter le prix des appareils de 20 à 30 piastres de plus qu'avant. Alors, finalement, tu regardes ça, puis tu te dis, OK, mais là, je pensais que le CRTC n'était pas là, pour aider les consommateurs, mais là, c'est pas du tout ça. Les gens qui étaient capables de se payer un téléphone intelligent, mettons, sur 3 ans, parce qu'il y a un contrat de 3 ans, ben là, peut-être qu'ils n'auront plus les moyens, tu sais. Alors, ça montre que souvent, à prime abord, les gouvernements ont l'air d'aider les consommateurs, mais... La réglementation, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Puis, en fait, c'est un manque de compétition qu'il y a ici au Canada? Écoute, il y a beaucoup de spéculations quant à savoir si on paye plus cher ou moins cher qu'aux États-Unis. J'ai vu des études qui disaient oui, d'autres, il y a des études récentes qui disent non, on paye pas plus cher. Ça me surprend un peu parce que t'as pas bien le choix, qu'est-ce que tu veux, il y a tellement moins de concentration au Canada. Tu sais, c'est tellement grand le Canada comparé pour le monde qu'on a comparé aux États-Unis. Alors, moi, j'ai l'impression que le coût des infrastructures, compte tenu du monde qu'il y a au Canada, fait que le prix est plus élevé. Mais il y a beaucoup de rumeurs récemment à l'effet que Verizon, qui est la plus grosse compagnie de cellulaire aux États-Unis, viendrait peut-être au Canada. Ce qui a d'ailleurs fait reculer beaucoup le prix des actions de Bell, puis de TELUS, puis de Rogers. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Verizon annonçait leurs résultats pour le dernier trimestre, puis il devait avoir une conférence téléphonique sur justement on s'attendait à ce que les journalistes posent des questions sur leur plan. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, mais c'est probablement la meilleure façon d'introduire de la concurrence au Canada, c'est de faire venir un des plus gros joueurs en Amérique du Nord. C'est ça, exactement, ben oui. Puis lui, il aurait les moyens puis les poches assez profondes pour s'implanter au Canada. Puis il y aurait l'avantage de Verizon qui pourrait se servir de son réseau américain pour faire passer les interurbains. Tu sais, au lieu de les faire passer de Montréal à Vancouver, ben il passait par son réseau aux États-Unis, puis remonter ensuite de ça via Seattle. Parce que souvent, puis l'autre affaire qu'on se fait souvent pogner, nous autres, c'est les frais d'itinérance. C'est ça. Quand tu oses sortir de ton territoire, là, attache-toi parce que ça peut te coûter cher. T'es mieux de prendre un petit forfait pour t'aider parce qu'ils vont te ramasser d'aplomb. Hein? Alors là, si tu t'abonnais à Verizon au Canada, ben tu pourrais aller aux États-Unis puis tu n'aurais pas de frais d'itinérance à payer, ce qui serait un gros avantage, surtout par exemple pour les hommes d'affaires, les gens qui voyagent beaucoup puis qui ont besoin du cellulaire à l'étranger. Ça pourrait être un... Donc, tu sais, le gouvernement se mêle toujours de ce qu'il ne regarde pas, essaie de gérer la concurrence, de patenter des fausses concurrences puis de monter des marchés artificiels, tu sais. Hey, on l'a vu cette semaine, le CRTC a empêché Bell de monter le prix de ses téléphones publics qu'on voit quasiment plus sur des coins de rue une fois de temps en temps. Là. Il voulait monter le prix que ça coûte pour faire un appel avec un téléphone public. Là. Passer de 50 sous à une pièce. Puis CRTC leur a dit non, de quoi je me mêle? Ben là, ce qui va arriver, c'est que... il n'y aura plus de cabine téléphonique? Ben non, il n'y aura plus, là. Il y a d'ailleurs déjà beaucoup moins de monde qui se sert de ces cabines téléphoniques parce qu'ils ont du cellulaire. Alors là, Bell a dit, ben là, on va retirer les cabines téléphoniques. Là, le CRTC a dit, ben peut-être qu'on va vous empêcher de retirer les cabines téléphoniques. Mais c'est fou d'être forcé de perdre de l'argent là, avec des cabines. C'est ça. Il va falloir qu'ils récupèrent à quelque part cet argent-là qu'ils perdent avec les cabines téléphoniques. Là. Ben oui, c'est sûr. Ça va s'amasser dans le coût du téléphone à la maison. Exactement. Dans d'autres choses, c'est sûr. On va le payer pareil, le maudit, même s'il ne sert à rien. Oh mon Dieu. Cette semaine aussi, on a essayé, nous autres, de parler ici à quelqu'un de Costco, parce que Costco... de plus en plus, il y en a un qui est ouvert à Drummondville, entre autres, là, si on le voit sur le bord de l'autoroute, avec un poste d'essence. Puis Costco essaie d'être compétitif sur le prix de l'essence. On l'a vu aujourd'hui, ça a monté 1,50 à Montréal, le prix de l'essence. Oui, ça vient de faire un bon mais là, ils sont poignés avec des prix planchers dans l'essence sur la marge du détaillant. Peux-tu m'expliquer tout ça? Là, ben là, c'est vraiment surprenant parce que de la même façon que là, le gouvernement finalement augmente via le CRTC augmente le prix du forfait téléphonique. Là, c'est la Régie de l'énergie qui empêche Costco de vendre son essence moins chère. C'est fort, hein? Alors là, l'essence monte à 1,50 aujourd'hui. Tous les gens qui sont à vacances de construction, ils se plaignent, ça n'a pas de bon sens, c'est organisé, il n'y a pas assez de concurrence, le monopole des pétrolières. Mais Costco, eux autres, ils se battent contre le gouvernement pour essayer de vendre leur essence moins chère, puis le gouvernement le dit non. Le gouvernement dit non. Et ça, c'est parce que l'Association québécoise des indépendants du pétrole a réussi à convaincre le gouvernement, il y a un bout de temps, qu'il fallait instaurer un prix plancher. Un peu comme la bière, il y a un prix plancher comme le lait, comme le lait, tout ça. Alors donc, il y a un prix plancher qui est finalement fixé à 3 cents au-dessus du prix à la rampe qu'on appelle. Donc,
Et là, les indépendants voulaient augmenter ça de quasiment, ils parlaient d'augmenter ça de 60 à 120% cette marge de profit-là. Et Costco est venu dire à la régie que non, c'était pas nécessaire parce que cette hausse de 15% de la marge de profit brut là, qui a finalement été décidée. Et ils ont dit que Costco disait que ça tenait pas compte de la réalité du marché dans le sens où le volume des ventes dans les stations-service augmente avec le temps. Les détaillants profitent d'escomptes de volume, les frais d'exploitation. C'est moins pire parce que ça, tout le monde a sa carte. Il n'y a pas personne qui vient pomper pour toi maintenant. Là. Quelqu'un a sa carte, il fait bing bing, il rentre même pas dans le poste là, dans la station à cette heure, le monde. Là. C'est ça, exactement, Martin. Alors, Costco disait que la marge de profit pourrait baisser et puis les compagnies feraient assez d'argent, puis les indépendants, eux autres, ils voulaient augmenter la marge de profit. Alors, finalement, la régie a décidé du bord des indépendants, puis a décidé de leur permettre d'augmenter leur marge de profit de 15%, donc de 3 à 3,5 sous. Il doit y avoir des indépendants qui font du bon lobbying avec quelques personnes importantes au gouvernement certains, là. C'est ça, c'est sûr, tu sais, mais c'est un peu décourageant parce que initialement, quand la loi avait été passée, c'était parce qu'on disait là, les grandes pétrolières, eux autres, ils peuvent peut-être couper le prix à la pompe, tuer les indépendants, mais se refaire ailleurs dans la chaîne, tu sais, dans la chaîne d'exploration ou dans toute la chaîne, parce que ça, c'est des gens qui sont intégrés, tu sais. Oui. Mais là, c'est pas le cas, là. Je veux dire, Costco, c'est pas une pétrolière intégrée, ils ont rien, ils font rien que vendre de l'essence. C'est ça. Alors donc, l'argument tient pas la route mais on voit encore une fois que souvent les lois sont, à cause des lobbies, on passe des lois qui sont contre les consommateurs, puis qui sont pour protéger les entreprises. Moi, je suis pro-concurrence. Je suis pas nécessairement pro-entreprise. Je suis pro-consommateur. Je suis pro-concurrence. Je veux qu'il y ait plus de concurrence pour que le consommateur soit mieux servi avec les plus bas prix possibles. Et des lois comme ça, des lois des prix planchers comme le lait, l'essence, la bière, pour moi, ça fait pas de sens. Puis on devrait aller laisser la concurrence. Et les indépendants, les pétroles creviers de ce monde, puis les autres, ils vont être obligés de s'ajuster. C'est ça. Ajuste-toi ou vends ta compagnie ou creve. C'est ça. Ou pas faire un jeu de mots crevier, là. Non, mais investis pour avoir des plus belles stations, investis pour avoir des pompes automatiques. Et c'est ça qu'il faut faire. Autrement, on protège la productivité qui est trop faible, on protège les gens qui sont pas efficaces, tu sais, puis il y en a moins de postes d'essence, ils disent qu'il y en a beaucoup moins de postes d'essence qu'il y en avait aussi, ce qui fait que chaque poste d'essence fait plus d'argent finalement, là. Ouais. On a vu beaucoup de postes d'essence fermés. Là. Tu vois ça sur les coins de rue, beaucoup maintenant, des petits postes d'essence qui ferment. Puis c'est de grosses compagnies, que ce soit Shell ou Esso, peu importe. Là, il y en a qui ont fermé boutique. Mais ça me fait penser, Martin, tu sais, l'intervention gouvernementale. Une autre place où il y a une intervention gouvernementale qui n'a pas de bon sens, c'est le gouvernement. En fait, cette semaine, le gouvernement du Québec a annoncé une hausse du prix minimum des coupes de cheveux en Outaouais. Ah oui. C'est une affaire de fou, cela, là. C'est capoté, là. C'est complètement cinglé, ça. Oui, alors donc, il y a un décret. Dans l'Outaouais, c'est la seule région du Québec où le prix d'une simple coupe de cheveux ou de tout autre service donné dans un salon de coiffure est déterminé par un décret du gouvernement. Un décret décret du gouvernement. C'est le gouvernement qui, depuis 1934, le gouvernement fixe le prix des coupes de cheveux. Il faisait ça dans toute la province et là, ça a été aboli, ça, dans toutes les provinces, dans toutes les régions de la province, sauf en Outaouais. Là, je sais pas pourquoi, c'est à cause de l'Ontario. Je sais pas. C'est même le prix des permanences. Tout ça, c'est réglementé, là. Alors, dans toutes les autres régions du Québec, on a mis fin à ce type de décret-là. Et il n'y a pas eu de catastrophe capillaire nationale. Je pense qu'ils les obligent à être fermés le lundi aussi, me semble. Ah, c'est bien possible, ça. Ouais. Alors donc, ce qu'on voit, c'est pourquoi est-ce que les résidents de l'Outaouais ils ont-ils vraiment besoin d'un décret pour avoir accès à des services de qualité en matière de coiffure, alors que partout ailleurs au Québec, il n'y en a pas de ces décrets-là. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que ces décrets-là ne sont en fait que des privilèges accordés par l'État à certains individus. Alors que ce soit Pétrole Crevier, que ce soit le coiffeur en Outaouais, ces systèmes-là avantagent certains lobbyistes ou certains lobbies à l'encontre du consommateur.
Oh, mon Dieu. Hey, les coupes de cheveux sont gérées par le gouvernement. Ça va bien, notre affaire. Ben, c'est un peu la même affaire dans les subventions aux entreprises électroniques. Oui, mais c'est ça, de l'informatique, puis tout ça, tu parles? Ben oui, c'est ça. Là, cette semaine, le gouvernement Marois a annoncé qu'il rallongeait de 10 ans le programme de crédit d'impôt pour le développement des affaires économiques, là, qui est des affaires électroniques. OK. Ça, c'est le nom ronflant là, pour les entreprises les CGI de ce monde. Les CGI de ce monde. Alors, évidemment, CGI, ils font pitié. Tu sais, CGI, ils ont seulement 70 000 employés puis des revenus annualisés qui sont à peu près de 10 milliards par année. Qui ont la plupart des gros contrats avec le gouvernement du Québec, comme à Revenu Québec, entre autres. Là. Ouais, des très gros contrats. Alors donc, le Québec verse 230 millions par année aux entreprises informatiques en crédit d'impôt. Puis en 2012, quand tu vas voir les états financiers de CGI, tu vois qu'ils ont inscrit quasiment 100 millions de dollars en crédit d'impôt dans ces états financiers. Wow. Bon, on ne sait pas laquelle partie qui vient du programme de crédit d'impôt là, dont je te parle, mais probablement que c'est l'essentiel. Alors donc, les crédits d'impôt pour CGI, c'est à peu près 20% de ses bénéfices mondiaux avant impôt. C'est quand même quelque chose, là. Tu sais, puis là, IBM, on n'a pas les chiffres d'IBM, parce que IBM, c'est une entreprise mondiale, mais alors on ne sait pas ça représente combien la subvention, mais IBM, ils ont 300 000 employés et un chiffre d'affaires qui dépasse 100 milliards de dollars. Il faut-tu vraiment leur donner des subventions? Moi, je peux être d'accord des fois des subventions qu'on veut aider une compagnie à partir, aider une industrie à partir, mais une fois qu'elle est partie, puis ça marche, laisse-la aller, puis c'est ça que nous appelle, là. Ouais, c'est ça qui est difficile, c'est que les gouvernements sont jamais capables d'arrêter de donner des... Une fois que tu commences à donner des subventions, là, ils veulent jamais... Il n'y a pas un gouvernement qui va être là pour dire « je vais l'enlever », parce que dans le cas du gouvernement péquiste, s'ils enlevaient, par exemple, s'ils n'avaient pas renouvelé la subvention, le programme de subvention, ben là, il y aurait peut-être 5000 employés de CGI qui voteraient peut-être pas pour eux autres. Alors, une fois que tu as la main dans le tordeur, c'est bien difficile de reculer. Mais ça fait dur parce que... on a créé des faux quartiers aussi, hein, les fameux quartiers du multimédia qu'on appelait, là. Ah ouais. Il y en avait un à Québec, il y en avait un à Montréal, où pour chaque employé, si tu déménageais dans ce secteur-là, bien spécifique, pour chaque employé que tu avais, là, il y avait à peu près 20 000 de salaire qui étaient payés dans cette subvention-là. Puis une fois que ça s'est terminé ça, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Ils sont sortis du quartier. Ah oui, et quand tu avais donné cette subvention-là, pour finalement, c'est des gens qui se déplaçaient d'une place à l'autre, là. Et moi, j'avais des amis qui étaient propriétaires d'immeubles à bureaux. Puis eux autres, ils n'étaient pas dans le quadrilatère qui était visé par les crédits d'impôt. Alors tout le monde quittait les gens quittaient son immeuble pour déménager 2 coins de rue pour avoir le crédit d'impôt. C'est complètement débile. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il est allé faire son lobby. Puis là, ben, ils ont agrandi le quadrilatère. Ah. Pour que lui aussi puisse avoir les crédits d'impôt. Alors, puis quand tu donnes des crédits d'impôt comme ça, c'est que tu distorsionnes le marché. Il y a des gens, des petits entrepreneurs en informatique qui sont plus capables de concurrencer des gros joueurs comme CGI, même s'ils sont peut-être des idées extraordinaires, puis sont très innovateurs, les petits, puis tout ça. Mais il y en a un, entre autres, Luc Préfontaine, qui est un entrepreneur en informatique, qui lui, il dit, moi, je m'en vais au Maroc. Je lâche Montréal parce que je suis pas capable de me battre contre ces gros-là qui ont toutes les subventions, qui prennent toute la place, même si mon produit est probablement meilleur. Parce que moi, j'ai pas de subvention. Alors, donc, tu sais, souvent, ça... C'est les inégalités. Les inégalités, ça crée ça. Ça donne un résultat autre que ce que tu espérais avoir, finalement. Ah, c'est complètement con. Ouais. Dis-moi donc, est-ce que la croissance des revenus des familles, ça va de mieux en mieux, la classe moyenne, ou on est en train de tomber dans la misère noire? Ben, tu sais, tout ce dont on vient parler, Martin, là, toutes ces fausses subventions-là, il faut que quelqu'un paye pour ça. Puis malheureusement, ça finit toujours par tomber, ça se reflète dans le coût du produit ou dans le coût de tes impôts. Et c'est pas une grosse nouvelle, là, mais les économistes du ministère des Finances du Canada ont préparé une espèce de mémo au ministre Flaherty qui a été rendu public, là. Et ce qu'on réalise, c'est pas une surprise, là, mais c'est que la croissance dans la moyenne réelle du revenu familial, ça c'est après impôt, puis après tous les crédits, les transferts que tu peux recevoir là, comme contribuable. Là. Donc la croissance de ce revenu-là de la famille a été de 7% de 76 à 2010 pour le groupe de classe moyenne. Donc pour quelqu'un dans la classe moyenne, depuis les 35 dernières années,
ça a augmenté de 7%. C'est comme 0,2% par année. Là. Aïe, aïe. Alors, tu sais, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont dans le premier quintile, les gens les plus riches, eux, ça augmente plus vite. Ouais. Les gens qui sont dans le quintile le plus bas, les plus pauvres, eux autres aussi, ça augmente plus vite parce qu'eux autres, ils reçoivent des subventions, du bien-être social, des ci, des ça, des crédits à ci, des crédits à ça. Les garderies par les garderies. C'est ça. Alors, finalement, c'est les gens dans le milieu qui sont squeezés. Mais c'est les plus nombreux aussi, c'est eux autres qu'on veut squeezer. C'est les plus nombreux. Eux autres n'ont pas le temps d'aller se promener sur la Grande Allée avec des pancartes parce qu'ils sont trop occupés à travailler. C'est les gens de la Rive-Nord puis de la Rive-Sud à Montréal. C'est les gens de la classe moyenne à Québec qui payent. Puis finalement, tu sais, il y a un lien entre tout ça. Là. Tu lis des journaux puis tu lis une affaire ici, une affaire là, le prix minimum pour la bière, le prix minimum pour l'essence. Ben, qui c'est qui paye pour ça? Tu sais? Non, c'est ça. Alors, finalement, on pense qu'on s'enrichit, mais le gouvernement ne fait que déplacer l'argent. Et souvent, envoie l'argent à des endroits qui sont moins productifs, qui ne devraient pas aller. Et finalement, ça appauvrit tout le monde. Et ça crée des jobs de fonctionnaires, mon cher Adrien. Ouais, c'est ça. C'est important, des jobs de fonctionnaires, parce que ça vote pour nous après. Oui, c'est ça. On a créé une job, on espère bien qu'il va voter pour nous autres. Absolument. Hein? Ben là, tu sais, c'est même, ça marche. Oh, mon Dieu. Tu veux me parler de ta chronique sur la pseudo-science, comme à chaque semaine? Qu'est-ce que le sujet cette semaine? Ben moi, ma femme, elle aime beaucoup son terrain. On a un petit peu de gazon, là, puis... mais notre voisin, lui, il s'en occupe pas. Et là, il y a du pissenlit, mon gars, puis des mauvaises herbes, c'est incroyable. Il va être obligé, même, je sais pas ce qu'il va faire, mais il y a rien que des pissenlits puis des mauvaises herbes. Et évidemment, dans notre petite ville à Montréal, on n'a pas le droit de mettre d'herbicide. Ben non, mais c'est partout au Québec maintenant. Et c'est partout au Québec, exactement. Donc, ma femme à part avec le matin, elle me dit, OK, je m'en vais à la guerre au pissenlit. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée-là de bannir l'herbicide, puis l'herbicide dont on sert, on appelle ça le 2,4-D. Okay. C'est un produit chimique, là. Ouais. Et donc, ça a été banni en 2006 par le gouvernement du Québec, qui a été le premier à dire que ce produit-là pouvait être cancérigène. Mm-hmm. Même si les fonctionnaires du ministère n'étaient pas d'accord. Ah. Ils n'étaient pas d'accord avec ça, mais pour des raisons électoralistes. Ah, ça paraissait bien. Ça paraissait bien. Ça fait vert. Là, si mon enfant qui joue sur mon gazon a un petit bouton rouge parce que j'avais mis de l'herbicide avant, en tout cas, bon, ça a l'air... Alors donc, finalement, ça avait l'air bien gentil. Et là, la compagnie Dow est allée en cours. La compagnie chimique là, qui font les produits. Qui fait le 2,4-D est allée en cours pour dire, un instant, là, nous, on pense que c'est pas cancérigène, puis on veut faire lever cette interdiction-là. Et ça a pris 5 ans, et finalement, en mai 2011, le gouvernement du Québec a été obligé de s'excuser publiquement et d'avouer que le 2,4-D n'était pas dangereux dans la mesure là où on l'utilisait selon les instructions. Là. Alors, évidemment, les gens d'Équiterre et puis la Fondation Suzuki qui, en 2006, avaient dit « Ah, Dow, ça n'a pas de bon sens. Ils s'occupent de leurs intérêts commerciaux puis ça prime sur la responsabilité de protéger la santé publique. » Et puis la Fondation Suzuki qui disait aussi que la même affaire, finalement, ils ont ravalé tout croche. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on n'a toujours pas de 2,4-D. Mais oui, pourquoi il n'est pas revenu s'il n'était pas cancérigène? Ben, finalement, c'est que pour Dow, le marché résidentiel, là, le petit herbicide qu'on achète chez Rona, là, c'est minuscule parce que 99% du 2,4-D qui est utilisé au Canada est utilisé par des cultivateurs. OK. Sur des fermes. Alors donc, eux autres, ils voulaient faire le point, surtout que c'était pas dangereux pour qu'ils puissent continuer à vendre le 99%, le gros volume du 2,4-D qui est vendu dans les fermes. Alors donc, aujourd'hui, un fermier, un agriculteur peut mettre du 2,4-D puis tuer ses mauvaises herbes. OK. Mais moi, en ville, j'ai pas le droit. Ah non, toujours pas. Ah, moi, je sais, pendant des années, quand mon fils était aux États-Unis, à chaque fois que j'allais aux États-Unis, là, à peu près au mois de mars-avril, j'en rapportais des États. Ah oui, c'est sûr. J'ai continué à épandre ça sur mon terrain avec le stuff des États-Unis. Ben oui, moi, j'avais un beau gazon vert, mais pas de pissenlit. Les voisins se demandaient comment. Ben, je les arrache. Je leur disais pas, parce qu'on sait jamais, un va me stouler. Il y a tellement toujours des voisins jaloux, tu sais. Fait que moi, j'avais mon stock que je rapportais des États-Unis, puis
C'est ça. Alors, tu sais, la pseudo-science qui est souvent véhiculée par des groupes d'intérêt ou des groupes écologistes qui sont mal renseignés ou ont d'autres raisons de le faire, il faut faire attention. Tu sais, avant de bannir des choses comme ça, il faut vraiment avoir la science derrière soi. Ça se peut des fois qu'il y ait des produits chimiques qui sont dangereux. Oui. Mais quand les fonctionnaires, qu'il y a des spécialistes puis des médecins là-dedans qui disent que non, il n'y a pas de danger, puis on le fait juste pour bien paraître, pour avoir l'air granola, là, ça c'est un peu plate. Là. Exactement. Oh mon Dieu. Hey, fais-tu une tournée de Parti conservateur du Québec ces temps-ci, à quelque part dans une région? Oui, absolument. Alors, d'ailleurs, en fin de semaine, dimanche, je m'en vais au Festival de la fierté haïtienne à Montréal, sur Crémazie, dimanche. Et puis, je continue à faire mon petit tour là, toutes les fins de semaine. Là, je sors puis je me promène avec mon autobus. Ouais, t'as ton autobus là, avec ton visage dessus. Puis tout, là. Je l'ai pas vu, j'aimerais ça le voir. Je t'apporterai une photo là, la semaine prochaine. J'aimerais ça voir ça. Tu peux aller sur le site web du parti ou ma page Facebook. Là, ton visage, il est où sur l'autobus? Ben, il est sur l'autobus. Là, tu te rappelles-tu l'histoire de la politicienne? C'était-tu aux États-Unis ou dans l'Ouest canadien qui avait mis son visage juste vis-à-vis les deux roues arrière, puis les deux roues arrière, c'est comme si c'était ses seins. C'est en Alberta, c'était pas le Wild Rose Alliance. Wild Rose Alliance, c'était peut-être la fille l'ami à Éric Duhem, l'ami à Éric Duhem. De mémoire, c'est elle. Finalement, il a fallu qu'elle change de place sur l'autobus. Toi, il n'y a rien de ça qui est arrivé. Non, j'ai tout bien checké pour être sûr que les roues étaient à la bonne place. Tout a bien été. Bon, ben c'est good. Ben, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec, merci d'être venu. Merci, Martin. Puis, si vous voyez l'autobus passer, ben, vous ferez des... c'est pas toi qui conduis, là, comme André Arthur, qu'on disait ses propres autobus pendant sa campagne. Mais vous pouvez klaxonner, puis même sur l'autobus, j'ai ce qu'on appelle un QR code, tu sais, que tu peux regarder avec ton téléphone intelligent. Tu peux prendre une photo. Ouais. Puis avec le petit QR code, ça t'amène au site web du parti. Puis, oui. La semaine, il y a 2 semaines, on était sur l'autoroute 20. Puis il y a quelqu'un qui a klaxonné, qui nous a fait bye-bye, puis qui nous a envoyé une donation directement de son auto parce qu'il avait pris le QR code sur l'autobus. Ouais. Hein? Bon. Si on prend la bus en photo, ça va sur le site. Excellent. Merci d'être venu. On s'en va à la pause. Bye.